Madame, ne montez pas dans la voiture. Les mots vifs et désespérés déchirèrent l'air frais de l'après-midi. Aveline Langford se figea, sa main posée sur la poignée chromée et polie de sa berline. Sa vision du monde se fissura un instant. Le grondement lointain des sirènes, le bruit de la circulation, le murmure du vent dans le canyon de béton, tout sembla disparaître, ne laissant que cette voix rauque et effrayée. Deux hommes en costume sombre, ces gardes du corps, bougèrent d'Ansat comme un seul homme en direction de la source du bruit. C'était un homme en uniforme gris, d'agent d'entretien. Son visage pâle luisait de sueur. Il avait surgi d'une sortie de service. Un fantôme matérialisé depuis la façade d'acier et de verre du bâtiment. Ses yeux grands ouverts la fixaient d'en dessous d'un air suppliant. « Restez à l'écart !» ordonna l'un des gardes, Graves, d'une voix basse et grondante. Il se plaça directement entre Aveline et l'agent d'entretien, se transformant en un mur vivant. L'autre garde attrapa l'homme, le fit pivoter et le plaqua contre le mur de calcaire de la tour Langford Industries. L'homme gémit de douleur, l'air s'échappant de ses poumons dans un sifflement. Des clés tombèrent sur Nathan sur le trottoir avec un cliquetis. « Ne la laissez pas monter » haletait-il, tendant le cou pour ne pas la perdre de vue. « S'il vous plaît, vous ne devez pas. » Une irritation glaciale envahit Aveline. Elle avait déjà 12 minutes de retard pour une réunion qui ne pouvait être reportée. Une réunion dont le secret était absolu. C'était une violation inacceptable du protocole, une négligence. « Graves, qu'est-ce que cela signifie » exigea-t-elle. Sa voix était aussi tranchante que du verre brisé. Elle retira sa main de la portière comme si elle s'était brûlée. « Qui est cet homme » ? « Liam Byrne, madame, répondit Graves. Son regard balayait la rue, les toits des immeubles voisins, chaque voiture garée. Sa main glissa sous sa veste. Il est de l'équipe de nuit, le personnel d'entretien. Il est fou, grommela l'autre garde en lui tordant les bras derrière le dos. Non, la voix de Liam se brisa. Écoutez-moi juste une seconde. La voiture, elle n'est pas sûre. Le mot pas sûr, chamocron. D'un mot pas sûr, resta suspendu dans l'air. Dans le monde d'Aveline Langford, ce concept passait par des dizaines de filtres d'évaluation des risques et d'espionnage industriel. Mais lorsqu'il était crié par un agent d'entretien affolé sur un trottoir, il ne pouvait signifier qu'une chose. Les yeux de Graves se plissèrent. Il regarda l'élégante berline noire, puis de nouveau le visage effrayé de Liam. Le protocole reprit ses droits, froid et implacable. « Madame, éloignez-vous immédiatement du véhicule. » Son ton n'était plus une suggestion. D'un geste, il ordonna à l'autre garde « Bouclez tout, appelez la police, appelez les démineurs, établissez un périmètre complet. » La mâchoire d'Aveline se contracta. « Une bombe ? Graves, c'est absurde, cet homme est clairement déséquilibré. »« C'est possible, madame, » dit Graves en la guidant doucement, mais fermement vers l'entrée en marbre du bâtiment. « Mais nous ne sommes pas payés pour prendre des risques sur un « possible ». En quelques minutes, la rue plongea dans un chaos de gyrophares rouges et bleus. Des voitures de police, des pneus crissants, bloquèrent les deux extrémités du pâté de maison, formant un cordon de sécurité. Une foule de badauds se rassembla, filmant la scène avec leur téléphone. Aveline se tenait dans le hall, observant le déroulement des événements à travers la vitre. Sa journée parfaitement planifiée n'était plus qu'un tas de ruines fumantes. Son chauffeur avait reçu l'ordre de sortir de la voiture et se tenait maintenant, le visage blême, derrière le cordon de police. Liam Byrne était à genoux, sur le trottoir, les mains menottées dans le dos. Deux officiers le surplombèrent. Il ne résistait plus, se contentant de fixer la berline noire qui se trouvait maintenant seule au milieu de la rue bouclée, telle une pierre tombale. Il l'avait arrêté. C'était tout ce qui comptait. Mais quand le premier des mineurs en lourde combinaison de protection apparut, une terreur glaciale s'empara de Liam. Il n'avait pas pensé si loin. Il n'avait pensé à rien d'autre qu'à ce désir unique et dévorant, empêcher cette portière de se fermer. Il pensait à sa fille, Maya. Il l'imaginait assise près de la fenêtre de leur petit appartement, un carnet de dessins sur les genoux. Il voyait le léger tremblement de sa main tandis qu'elle dessinait, un symptôme subtil et cruel de la maladie qui la lui volait, cellule par cellule. Il se souvint de sa dernière visite chez le médecin, du ton compatissant et étouffé. La progression est même plus rapide que prévu, monsieur Barnes. Nous sommes à court d'options. C'était un mensonge. Il y avait une option, un nouveau traitement. On l'appelait le miracle de Langford Industries. Il avait vu ce nom sur des fragments de documents qu'il avait minutieusement recollés à la faible lueur d'un local de service, ses mains tremblantes. Il avait vu le nom de l'essai, le nom du chercheur principal et le nom du principal sujet de test, et son sang s'était glacé dans ses veines. Un faible grincement métallique le ramena au présent.
Le robot des mineurs roulait vers la berline. Il déploya un bras mécanique, son œil caméra pivotant pour inspecter le dessous du véhicule. Aveline observait, les bras croisés, un nœud de fureur se serrant dans son estomac. La réunion avait lieu sur un aérodrome privé. Le vol était dans moins d'une heure. Bon temps dessert. Elle devait être là pour assister à l'aboutissement de 2 ans de financement secret et non officiel, le moment où elle reverrait enfin son frère. Elle regarda l'agent d'entretien. Il avait la tête baissée, les épaules affaissées. Il ne ressemblait pas à un terroriste, mais à un homme qui se noie. 1 heure plus tard, le verdict tomba. La voiture était propre. Chaque panneau, chaque fil, chaque centimètre du châssis avait été vérifié. Pas de bombe, pas de menace, rien. Le ruban de police fut retiré, la foule se dispersa. Les démineurs rangèrent leur matériel. Il ne restait que l'écho faiblissant des sirènes et la fureur froide et non dissimulée d'Aveline Langford. 2 officiers remirent Liam sur pied. « Ça va te coûter cher, mon pote, » dit l'un d'eux. « Fausse alerte trouble à l'ordre public. Le procureur va se régaler avec ton cas. » Ils s'apprêtèrent à l'escorter vers une voiture de patrouille quand Aveline sortit du hall. Ses talons claquaient noirs sur le trottoir avec un rythme sec et délibéré. Graves se posta à ses côtés. « Madame, nous allons nous en occuper. »« Non, » dit-elle d'une voix dangereusement calme. Elle s'arrêta juste devant Liam. Son regard était si intense qu'il semblait avoir un poids physique. Les officiers s'immobilisèrent, attendant. Elle regarda cet homme, ce fantôme de l'équipe de nuit qui venait de lui coûter quelque chose d'infiniment précieux. Mais elle ne voyait pas un fou. Elle voyait une terreur trop concrète, trop réelle, et elle avait besoin de savoir pourquoi. D'un regard, elle congédia les officiers. Ils reculèrent, mais restèrent à proximité. « Vous avez 5 secondes, » dit Aveline. Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait toute la force de son autorité. « Dites-moi pourquoi vous avez ruiné ma journée. Si je ne vous crois pas, je veillerai personnellement à ce que le reste de votre vie soit anéanti. » Le cœur de Liam battait contre ses côtes. Ses yeux, de la couleur d'une tempête d'hiver, le transperçaient en... C'était le moment où sa vie allait soit s'arrêter, soit prendre un virage si radical qu'il ne pouvait en imaginer la suite. Il ne pouvait pas tout lui dire. Les documents déchiquetés, les recherches nocturnes, la toile de mensonges qu'il commençait à peine à démêler. Cela ressemblerait au délire d'un fou. Il avait besoin d'une seule clé pour déverrouiller la porte de sa fureur et prouver que son acte n'était pas aléatoire. Il déglutit, dans le silence soudain, le son parut assourdissant. Le syndrome de désintégration neurosynaptique, souffla-t-il. Les mots sonnèrent trop maladroits, étrangers. Pour la première fois depuis qu'ils se parlaient, Aveline Langford vacilla. C'était presque imperceptible pour les autres. Une légère dilatation des pupilles, un serrement à peine visible des lèvres. Mais pour Liam, qui avait misé tout son monde sur cet instant, c'était comme si un canyon s'ouvrait à ses pieds. Il avait touché sa cible. Son sang-froid, une forteresse bâtie au cours de toute une vie, se rétablit instantanément, mais la fissure était apparue. Elle savait exactement de quoi il parlait. Ce nom clinique obscur était un secret qu'elle avait enfoui sous des couches de pare-feu d'entreprise, d'accords de non-divulgation et de douleurs personnelles. L'entendre prononcer par un agent d'entretien dans la rue, c'était comme entendre un fantôme lui murmurer à l'oreille. Elle se tourna vers les policiers. Son ton redevint autoritaire. C'est désormais une affaire de sécurité d'entreprise, une affaire interne. Je vais personnellement interroger Monsieur Byrne. Pouvez-vous le confier à mon chef de la sécurité ? L'officier fronça les sourcils. Madame, il a commis un délit. Nous ne pouvons pas simplement... Vous le pouvez et vous le ferez, l'interrompit Aveline d'un ton qui n'admettait aucune contestation. Langford Industries ne portera pas plainte. Cependant, nous ferons un don généreux au fonds de bienfaisance de la police pour compenser les ressources dépensées aujourd'hui. Envoyez les documents à mon service juridique. Ce n'était pas une question, mais un fait accompli. L'officier échangea un regard avec son partenaire et acquiesça. On lui retira les menottes. Liam se frotta les poignets, où des marques rouges témoignaient à quel point il avait frôlé le précipice. « Graves, dit Aveline sans le regarder. Conduisez M. Byrne à la salle de conférence du 50e étage. Il ne doit parler à personne. Et il ne doit pas partir. Attendez avec lui jusqu'à ce que j'arrive. »« Oui, madame. » La main de Graves se posa sur le coude de Liam. Le contact n'était pas brutal, mais il était inéluctable. Tandis que Graves le ramenait dans le hall étincelant, Liam ressentit une nouvelle peur. Il n'était plus un citoyen aux mains de la justice. Il était un actif, un problème, une pièce du puzzle de l'entreprise entre les mains d'Aveline Langford. Et il ne savait pas ce qui était pire. La salle de conférence du 50e étage était comme une boîte de verre dans le ciel.
Des fenêtres sur 3 côtés offraient une vue imprenable sur la ville, une carte déployée de lumière et d'ombre. La table était une plaque massive de marbre noir obsidienne, polie jusqu'à obtenir un éclat miroir. Liam se sentait comme un insecte sous un microscope. Graves se tenait près de la porte, silencieux et immobile comme une statue. Une heure passa, puis une autre. Les pensées de Liam s'emballaient. Il pensait à Maya, seule dans leur appartement, probablement en train de regarder des dessins animés, ignorant bien heureuse l'ouragan dans lequel son père était pris. Il devait l'appeler, la prévenir qu'il serait en retard. Il regarda Graves. « Je peux utiliser un téléphone ?»« Ma fille. »« Non, » coupa Graves. Finalement, la porte s'ouvrit. Aveline Langford entra, suivie de son assistante personnelle tenant une tablette. D'un signe de tête, Aveline la congédia. La porte se referma, les laissant tous les trois dans le silence stérile de la pièce. Elle ne s'assit pas, mais se mit à arpenter la salle. Ses talons étaient ardents et silencieux sur la moquette épaisse. Liam resta debout, sentant vivement son uniforme sale, la sueur sur son front et le gouffre entre leurs deux mondes. « Le syndrome de désintégration neurosynaptique », commença-t-elle d'une voix calme et contrôlée. « C'est une maladie extrêmement rare, moins de 2000 cas diagnostiqués dans le monde. Dites-moi, monsieur Barnes, comment un homme qui nettoie des sols pour gagner sa vie est-il devenu un expert en neurologie de pointe ?» Les mains de Liam tremblaient. Il les croisa dans son dos. « Ma fille, Maya, a été diagnostiquée il y a 6 mois. » Les mots restèrent suspendus dans la pièce. Aveline cessa de marcher et se tourna vers lui. Il pouvait voir le conflit dans ses yeux. La PDG évaluait une menace, tandis que la femme entendait l'écho de son propre enfer. « Elle a 7 ans, » poursuivit Liam, sa voix s'épaississant d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. Elle adore dessiner. Ses mains ont commencé à trembler. Le médecin a dit que la maladie progressait. Ils ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Il vit dans son expression une lueur non pas de pitié, mais d'une sombre compréhension. Il devait continuer. « Je suis au courant de l'essai, dit-il en baissant la voix, celui que vous financez, l'initiative Langford. Je sais que vous pensez avoir trouvé un remède. » Le visage d'Aveline devint un masque. « La source de vos informations m'intéresse vivement. J'ai trouvé des choses, des papiers, dit-il, incapable d'avouer qu'il les avait récupérés du destructeur de documents. Pas encore. J'ai vu le nom du sujet principal de la phase finale, votre frère Kellan Langford. » Sa mâchoire se serra. « Vous avez été bien occupé, monsieur Byrne. »« J'étais désespéré, répliqua-t-il. Une vague de courage montait avec sa peur. « Ne le seriez-vous pas ? Un remède s'est développé dans le bâtiment même où je travaille. Un remède pour ce qui tue ma petite fille. Je devais en savoir plus. Et ce que vous avez appris vous a poussé à provoquer la panique en ville et à me faire manquer la réunion la plus importante de ma vie ? » « Oui, » répondit Liam en faisant un pas en avant. Graves se tendit près de la porte. « Parce que ce n'est pas un remède. C'est un mensonge. Le traitement, il ne fonctionne pas, il aggrave les choses. J'ai vu les données préliminaires, les taux de mortalité qu'ils ont enterrés dans les annexes. Il ne sauve pas votre frère, mademoiselle Langford. Il l'utilise. » Aveline le regardait, son esprit analysait à toute vitesse. Était-ce une tentative sophistiquée de sabotage industriel ? Était-il le pion d'un concurrent ? Ou était-il quelque chose de bien plus dangereux, un père désespéré qui était tombé sur une vérité qu'elle refusait elle-même de voir ? Elle avait investi $1 milliard de sa fortune personnelle dans ce projet. Elle avait fait confiance au docteur Finch. Elle avait cru au miracle parce qu'elle le devait. Elle s'approcha de la table et s'assit enfin, lui faisant signe de prendre la chaise en face d'elle. La distance entre eux semblait immense. « Vous dites que vous avez une fille. » Son ton passa de l'interrogatoire à la stratégie. « Il me faudra ses dossiers médicaux, tout son historique de diagnostic, tout. » Le sang de Liam se glaça. « Pourquoi ? Elle n'a rien à voir là-dedans. »« Elle a tout à voir là-dedans, » le corrigea Aveline, ses yeux rivés sur les siens. « Vous avez fait une déclaration extraordinaire, monsieur Barnes, et dangereuse. Je dois savoir si votre histoire est bâtie sur du roc ou sur du sable. » Elle se pencha en avant. Sa voix s'abaissa à un murmure bas et intense. « Vous ne quitterez pas ce bâtiment. Mes hommes vont examiner chaque aspect de votre vie, à commencer par votre fille. Si vous dites la vérité, nous avons un intérêt commun. Mais si vous mentez... » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots emplir la pièce. « Alors vous vous êtes fait un ennemi dont vous ne pouvez même pas imaginer la puissance. » Dans la cage de verre, le silence était absolu. Liam était assis à la table d'obsidienne, fixant son reflet fatigué et déformé. Il était prisonnier.
non pas dans une cellule de prison avec des barreaux, mais dans un monument de grande hauteur à un monde auquel il n'appartenait pas. Son destin dépendait du caprice d'une femme qui pouvait l'effacer d'un simple coup de fil. Chaque minute qui passait était une minute qu'il ne passait pas avec Maya. Était-elle rentrée de l'école ? Madame Henderson, la voisine, lui avait-elle donné le goûter qu'il avait laissé ? Avait-elle remarqué qu'il n'avait pas appelé ? Cette pensée était une douleur physique, plus vive que la douleur à ses poignets. Dans son bureau Pentouse, 5 étages plus haut, Aveline Langford agissait avec une détermination froide. L'aveu désespéré de l'agent d'entretien avait percé son armure d'entreprise et touché quelque chose de profond, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Le doute. « Je veux tout sur Liam Barnes », dit-elle à Graves par l'interphone, sa voix vide d'émotion. Antécédents professionnels, code de crédit, réseaux sociaux, fréquentation connue, je veux savoir ce qu'il mange au petit déjeuner. Et je veux le dossier médical complet de sa fille, pas un résumé. Que notre équipe juridique fasse la demande directement au service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Saint. Jude, utilisez mon nom, je veux ça dans 1 heure. Et Monsieur Byrne demanda la voix de Graves. Il reste où il est. Pas d'appel, pas de contact. C'est une boîte noire. Je dois savoir ce qu'il y a à l'intérieur avant de décider de l'ouvrir. La machine de Langford Industries, autrefois braquée sur Liam, se concentra désormais sur l'histoire de sa vie. Elle fonctionnait de manière impitoyable et efficace. En 45 minutes, une série de fichiers cryptés arriva sur la tablette d'Aveline. Elle ignora les données en financière et alla directement au rapport médical. Patient Maya Byrne. Âge 7 ans. Diagnostic syndrome de désintégration neurosynaptique, stade 2. Aveline eut le souffle coupé. Elle lut les notes du neurologue, le langage clinique, une description sèche et stérile du cauchemar qu'elle connaissait trop bien. La patiente présente une augmentation des tremblements distaux, une diminution notable de la motricité fine. Pronostic défavorable. C'était le reflet exact des rapports qu'elle recevait chaque semaine sur son frère Kellan. Le fondement de l'histoire de Liam Barnes n'était pas du sable. C'était du roc, il ne mentait pas. Cette connaissance n'apporta aucun soulagement, seulement une peur plus froide et plus profonde. S'il disait la vérité sur sa fille, et s'il disait aussi la vérité sur le remède. En bas, au 50e étage, Liam faisait les 100 pas. L'anxiété était une créature vivante en lui, le dévorant de l'intérieur. Il devait parler à Maya. Il s'approcha de la porte où Graves se tenait, immobile. « S'il vous plaît, dit Liam, la voix brisée. Je dois appeler ma fille. Elle va s'inquiéter, ce n'est qu'une petite fille. Juste 2 minutes, vous pouvez écouter chaque mot. » L'expression de Graves était indéchiffrable, mais il toucha son oreillette. « Madame, Byrne demande à appeler sa fille. » La ligne resta silencieuse un instant. Puis la voix d'Aveline, nette et précise, retentit. « Mettez le haut-parleur. » Graves sortit son téléphone et composa le numéro que Liam lui avait donné. Après 2 sonneries, la petite voix de Maya répondit. « Papa ?» Une vague de soulagement si puissante que Liam en eut le vertige, le submergea. « Salut mon cœur, c'est moi. »« Papa, où es-tu ? Tu n'as pas appelé après l'école. » Il ferme les yeux, appuyant son front contre la vitre froide. Le mensonge lui brûla la langue comme de l'acide. « Je sais, ma chérie, je suis désolé. C'est une nuit de folie au travail. Une des grosses canalisations d'eau a éclaté. C'est un énorme gâchis. Je dois faire une double permanence pour aider à tout nettoyer. » Oh, sa voix devint toute petite. « Tu seras à la maison pour l'histoire du soir ?» Cette simple question fut comme un couteau dans son cœur. « Je vais essayer, Maya. Je vais essayer très, très fort. As-tu mangé ton goûter ? » ?»« Oui. Et j'ai fait mes devoirs. Je t'ai dessiné un château. Il a de grandes portes pour tenir les monstres à l'écart. » Liam réprima un sanglot qui menaçait de sortir, le transformant en une toux. « Ça a l'air génial, mon cœur. Garde bien ces portes fermées pour moi, d'accord ? D'accord, papa. Je t'aime. Je t'aime encore plus, Maya. Sois sage avec Madame Henderson. Je t'appellerai dès que je pourrai. » Il raccrocha. Sa main tremblait. Il glissa le long du mur jusqu'au sol, enfouissant son visage dans ses mains, sa façade de force s'effondrant en poussière. Il ignorait que 5 étages plus haut, la PDG écoutait toute la conversation. Le silence stérile de son bureau s'était rempli du son d'un cœur de père qui se brise. Aveline éteignit l'interphone. La conversation avait fait ce qu'aucun rapport financier ou vérification d'antécédents n'aurait pu faire. Elle avait rendu Liam Byrne réel. Il n'était pas une menace pour l'entreprise. C'était un homme qui menait la même guerre qu'elle, mais sans ses ressources. Elle se tourna vers son terminal sécurisé et ouvrit le dossier de l'initiative Langford. Elle fit défiler les rapports de progrès élogieux du Dr Alistair Finch, ignorant les prévisions de succès fabriquées.
Ses yeux balayèrent les documents financiers, les listes interminables d'achats d'Owen pour le centre de recherche, produits chimiques, équipements de laboratoire, unités de confinement, et un nom qu'elle avait approuvé des mois auparavant mais qu'elle n'avait jamais remis en question. Un paiement de consultation à une entreprise nommée Helios Analytics. Une recherche cryptée rapide fit apparaître le dossier de l'entreprise. C'était une société écran dont le seul propriétaire était le docteur Corbin Vance, un biochimiste qui avait perdu sa licence 5 ans plus tôt pour avoir falsifié des données d'essais cliniques, un fait que le docteur Finch avait omis de mentionner. Son sang se glaça. Elle avait été tellement aveuglée par l'espoir, tellement désespérée d'un miracle, qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme, les petites incohérences, la résistance de Finch à un audit externe qu'il avait qualifié de retard inutile que Kellan ne pouvait se permettre. Elle regarda la photo sur son bureau. Une version plus jeune d'elle-même et de son frère, souriant sur un voilier, le soleil dans leurs cheveux. C'était avant le diagnostic, avant que le monde ne se rétrécisse à des chambres d'hôpital et à des pronostics sombres. L'agent d'entretien avait raison. Il ne le sauvait pas, il l'utilisait en... Son doigt plana sur le bouton de l'interphone pour appeler Graves, mais cela exigeait une approche différente. Elle prit sa ligne cryptée directe vers le bureau privé du Dr Finch au centre de recherche. Il répondit dès la première sonnerie, sa voix douce comme de la soie. « Aveline, je commençais à m'inquiéter. J'espère que la réunion... »« Elle a été reportée, » dit-elle d'un ton glacial, ne lui laissant pas le temps de répondre. « Alistair, je suis en train de consulter les notes de frais du 3e trimestre. Un paiement est d'en signaler pour un consultant d'Helios Analytics. Je ne savais pas que nous faisions appel à une société externe pour analyser les données. Pourriez-vous clarifier le rôle du docteur Corbin Vance dans l'essai ? » Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Il ne dura que 3 secondes, mais pendant ce temps, Aveline entendit tout. La recherche frénétique d'un mensonge, le choc d'être découvert, le cliquetis froid du piège qui se referme. Finalement, la voix de Finch revint, tendue et soudainement dépourvue de son charme facile. « Corbin, ce doit être une erreur de comptabilité. Il n'a aucun rôle formel. C'est un vieil collègue que je consulte parfois pour sa perspective historique. Sa perspective historique sur la falsification de données ?» demanda Aveline, laissant la question flotter dans l'air, froide et mortelle. Le docteur Finch bafouilla. Un flot de protestations indignées jaillit. « Falsification de données ? Cet homme a été victime de politiques académiques. Je ne permettrai pas que mon intégrité soit remise en question, Aveline, pas après tout ce que j'ai fait pour votre famille. Votre intégrité n'est plus un sujet de discussion, Alistair. » La voix d'Aveline tomba au zéro absolu. « Ça se passe. C'est maintenant une pièce à conviction. Vous ne toucherez pas au serveur du centre. Vous ne supprimerez aucun fichier. Et si vous vous approchez de mon frère, je déchaînerai sur vous toute la puissance du gouvernement fédéral si vite que votre tête en tournera. Suis-je clair ?» Sans attendre de réponse, elle mit fin à l'appel. Le silence dans son bureau sonnait comme la finalité d'une condamnation à mort. L'échiquier était en place. L'ennemi était sorti de l'ombre. Maintenant, elle devait agir plus vite que lui. Elle prit son ascenseur privé jusqu'au 50e étage. Quand elle entra dans la salle de conférence, Liam faisait les 100 pas comme un animal en cage. Il leva les yeux à son entrée, son visage était un masque d'épuisement et de peur. La dynamique de pouvoir entre eux avait irréversiblement changé. Il n'était plus seulement un suspect, et elle n'était plus seulement son accusatrice. Ils étaient 2 personnes de part et d'autre d'un canyon, regardant désormais le même monstre. « Vous aviez raison, dit-elle. Ces mots lui coûtèrent une partie de sa fierté. Elle fit glisser sa tablette sur la table en marbre poli. À l'écran se trouvait le dossier d'Helios Analytics et la photo accablante du docteur Corbin Vance. Le docteur Finch payait un chercheur déchu, interdit de pratiquer la science pour falsifier les résultats des essais. Il a paniqué quand je l'ai confronté à l'instant. Il a menti. Liam fixa l'écran, puis la regarda. La confirmation n'apaisa guère la terreur dans ses yeux, elle ne fit que confirmer la profondeur du danger dans lequel il se trouvait. « Il va agir, » murmura Liam. « Il va accélérer son calendrier. » « Eh oui, » confirma Aveline d'une voix tendue. « La réunion que vous m'avez fait manquer était pour assister aux résultats finaux et autoriser le dernier virement de fonds. Une fois que cet argent sera sur son compte, lui et ses données disparaîtront. Et mon frère... » Elle ne put terminer la phrase. Liam se souvint des documents déchiquetés, des bribes de phrases qu'il avait reconstituées. Une phrase qu'il n'avait pas comprise à l'époque prit soudain tout son sens. « C'est mon coachard. » Liquidation des actifs après transfert.
Il ne parlait pas d'action, il parlait de son frère. « Il va le tuer, dit Liam. La prise de conscience le frappa comme un coup. Pour enterrer la preuve que le remède était une fraude. Aveline hocha la tête, la mâchoire serrée. Ce qui signifie qu'il nous reste des heures. Peut-être moins. J'ai besoin de savoir tout ce que vous avez vu. Chaque mot, chaque nom. N'omettez rien, aussi insignifiant que cela puisse paraître. » Pour la première fois, Liam se sentit galvanisé. Il n'était plus impuissant. Il était la seule autre personne à connaître une partie de la vérité. « D'abord, vous devez me promettre quelque chose, dit-il. Aveline haussa un sourcil. « Ma fille, dit Liam d'une voix ferme et inébranlable. Non, si je vous aide, si nous réussissons, vous devez me promettre de la protéger, quoi qu'il arrive. » Aveline étudia son visage, y voyant la détermination inébranlable d'un père, une détermination qu'elle commençait seulement à comprendre en elle-même. « La sécurité de votre fille n'est pas négociable, dit-elle, et son ton s'adoucit pour la première fois. Si nous exposons cela, je financerai personnellement son traitement avec une véritable équipe médicale, ou que nous devions aller dans le monde pour cela. Vous avez ma parole de femme, pas de PDG. C'était un serment, c'était suffisant. » Liam raconta chaque détail dont il pouvait se souvenir. Les numéros de compte offshore, les formules chimiques qui ne correspondaient pas au le brevet public et le nom de la société de transport censée récupérer les déchets médicaux sur le quai de chargement arrière du centre à 4 heures du matin. « Ce ne sont pas des déchets, » murmura Aveline en pâlissant. « C'est Kellan. » Elle passa à l'action, son esprit un tourbillon de stratégie. « Graves, aboya-t-elle dans l'interphone. Préparez un avion pour l'aérodrome de Black Ridge. Et j'ai besoin des plans complets du centre de recherche de Northwell, architecture, sécurité et ventilation. Maintenant. » Elle se tourna vers Liam. « Je peux y faire venir des marshals fédéraux, mais il faut un mandat de juge. Cela pourrait prendre 12 heures. Nous n'avons pas 12 heures. Finch sera parti d'ici là. Nous devons y aller ce soir. » « Ils surveilleront l'entrée principale, dit Liam, son esprit assemblant déjà les pièces. Les portes, les caméras, ils s'attendront à une attaque frontale. » Grave entra avec une tablette projetant les plans complexes sur un écran qui descendit du plafond. C'était une forteresse, une seule route d'accès, une clôture électrifiée, des détecteurs de mouvement. Une attaque en règle serait un siège. « Madame, dit Graves sérieusement, c'est impossible dans ce délai. » Liam s'approcha de l'écran. Ses yeux ne balayaient pas les structures principales, mais l'espace entre elles. Son doigt s'arrêta sur une petite icône d'apparence insignifiante à l'extrémité du complexe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Aveline. « Un canal sanitaire industriel, répondit Liam, sa voix gagnant en assurance. Pour les rejets chimiques acides du laboratoire principal. Il est blindé, renforcé, et il se jette dans un tuyau de drainage à un demi-mile au-delà du périmètre. » Grave fronça les sourcils. Ce canal ne doit pas faire plus de 30 pouces de large et il est directement relié à leur système de traitement des déchets. C'est une mission suicide. « Pas si leur système de traitement est inactif, » rétorqua Liam. « Les documents que j'ai vus contenaient un calendrier de maintenance. Le système de filtration primaire est arrêté pour nettoyage chaque nuit entre 2 et 4 heures du matin. Il ne ferait enquête pas d'expérience à ce moment-là. Pour économiser de l'énergie, ils mettraient le laboratoire en veille. » Aveline le regarda avec une lueur d'admiration. Il ne voyait pas le bâtiment comme une forteresse, mais comme un réseau de vulnérabilité. Il le voyait comme un agent d'entretien le verrait. « Vous dites que nous pourrions entrer par un tuyau d'égout, dit-elle. « Je dis, la corrigea doucement Liam, qu'il attendra la PDG à l'entrée principale. Il ne vérifiera jamais les égouts pour un agent d'entretien. » Un silence lourd remplit la pièce. Le plan était fou, il était téméraire. C'était la seule chance qu'ils avaient. Aveline regarda du plan au visage déterminé de Liam, puis à Graves. « Préparez l'équipement, ordonna-t-elle. Nous y allons. Et M. Byrne vient avec nous. » L'avion, un fantôme silencieux, s'éleva dans la nuit, laissant derrière lui la grille scintillante de la ville. Liam était assis, tendu, dans un fauteuil en cuir crème qui valait plus que sa voiture. Dans ce monde de bois poli et d'efficacité silencieuse, son uniforme d'agent d'entretien semblait être un déguisement. En face de lui, Aveline Langford avait abandonné son personnage de PDG pour devenir un chef de guerre. Son visage était éclairé par la lueur bleue et froide des plans sur sa tablette. À côté d'elle, Graves vérifiait méthodiquement un ensemble d'équipements compacts de haute technologie. Le silence dans l'avion était lourd, rempli de la peur inexprimée et de l'espoir désespéré de leur mission. En moins de 12 heures, le monde de Liam avait été bouleversé. Il serrait les accoudoirs et pensait à Maya, à son dessin de château, avec des portes destinées à tenir les monstres à l'écart. Ce soir, c'est lui qui franchissait les portes pour les affronter.
Aveline leva les yeux. Son regard était analytique, mais plus hostile. « Parlez-moi d'elle, dit-elle doucement, sa voix perçant le vrombissement des moteurs. Liam cligna des yeux. « De qui ?»« De Maya, précisa Aveline. « Vous risquez votre vie. Je veux savoir pourquoi. » Il déglutit, une boule dans la gorge. « Elle est intelligente, commença-t-il d'une voix rauque. Et drôle. Elle pose 1 million de questions. Sa couleur préférée est le jaune, la couleur du soleil juste au moment où il se lève. Elle veut être astronaute. Elle dit qu'elle veut découvrir une nouvelle étoile et lui donner le nom de sa mère. Il se tut. Le souvenir de sa défunte épouse était une douleur soudaine et aiguë. Aveline n'offrit aucune pitié. Elle écouta simplement. « Mon frère Kellan, dit-elle si bas que Liam dut se pencher pour l'entendre, aimait la voile, il aimait l'océan. Il disait que c'était le seul endroit où l'on pouvait sentir à quel point le monde était plus grand et à quel point, pour nos problèmes, il avait été petit. La dernière fois que nous avons parlé, il m'a dit là qu'il voulait juste sentir le soleil sur son visage une fois de plus, sans avoir l'impression de disparaître. À ce moment-là, il n'était pas une PDG et un agent d'entretien. Ils étaient vraiment juste 2 personnes liées par la même maladie cruelle, partageant les histoires de ceux qu'ils essayaient de sauver. 1 heure plus tard, le luxe de l'avion n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par le froid humide de la forêt nocturne. Ils se déplaçaient dans un silence tactique, seulement rompu par le craquement de leurs bottes sur les feuilles mortes. Finalement, ils la virent, une haute clôture en grillage surmontée de barbelés et derrière le centre de recherche de Northwell, une structure basse et sombre se découpant sur le ciel étoilé. Liam les guida le long du périmètre jusqu'à l'endroit indiqué sur les plans. Le tuyau de drainage était à moitié caché dans les mauvaises herbes. L'air était épais d'une odeur chimique. Grave sortit de lourds coupe-boulons et sectionna la grille rouillée. « Nous avons jusqu'à 4 heures du matin, murmura-t-il en distribuant des lunettes de vision nocturne. Le système de filtration est arrêté pour encore 1 heure et 45 minutes. On entre, on trouve le frère, et on sort. Pas de détour. La progression dans le tuyau fut un cauchemar claustrophobique. Liam rampa derrière Graves. L'espace était incroyablement étroit. Ils avançaient qu'on à 4 pattes, sur le fond glissant, froid et nauséabond. Le monde se réduisit à la lueur verte et inquiétante de leurs lunettes et à l'écho de leur propre respiration. Le tuyau amplifiait parfaitement chaque son, transformant le grincement d'un genou ou une inspiration en un bruit assourdissant. C'était comme être enterré vivant. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Graves s'arrêta. « On y est », souffla-t-il dans son micro. Devant, une grille d'acier verticale leur barrait le passage. Derrière, Liam pouvait distinguer les contours de tuyaux et d'équipements dans un vaste sous-sol. Ils avaient réussi à entrer. Une vague d'adrénaline le parcourut. Grave prépara un petit outil hydraulique pour forcer la grille, mais il se figea, levant la main. Il regarda à travers les barreaux, son corps tendu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchota Aveline dans sa radio. Grave s'éloigna lentement de la grille et se retourna vers eux. Ses yeux, dans la lueur verte de ses lunettes, étaient en grands ouverts. « On a un problème, souffla-t-il. Le laboratoire n'est pas en veille. Il y a 2 hommes en bas. Ils sont armés. » Le murmure résonna dans l'espace confiné, aussi tranchant qu'un éclat de verre. « Armés. » Le sang de Liam se glaça. Cela ne faisait pas partie du plan. Toute la mission reposait sur le fait que le bâtiment serait presque vide. Au lieu de cela, ils étaient tombés droit dans un nid de frelons. À travers la grille, ils pouvaient les voir. 2 hommes, non pas en uniforme de sécurité, mais en tenue tactique sombre. Ils portèrent des bottes silencieuses et tenaient des pistolets mitrailleurs compacts avec une aisance professionnelle. Ce n'étaient pas des gardes, mais des soldats, et ils se déplacèrent avec une grâce prédatrice. Ils balayaient les ombres du regard tout en chargeant de grands conteneurs scellés de biorisques sur une palette près d'un monte-charge. « Ils patrouillent », souffla Graves. « Ils se préparent à charger. » Le regard de Liam se fixa sur les conteneurs blancs, et son cœur se serra. Il se souvint d'une ligne dans les documents, un contrat pour le transport et l'élimination de déchets biologiques de classe 7. L'enlèvement n'était pas prévu pour 7 heures du matin. Il avait lieu maintenant. « Le voilà », chuchota Liam, sa voix tendue par l'horreur. « Le transport. Finch a avancé le calendrier. Dès que tu as appelé, il a lancé le protocole. »« Liquidation des actifs », siffla Aveline. L'euphémisme d'entreprise avait un goût de cendre dans sa bouche. Ils n'étaient bien plus là pour trouver des preuves, ils essayaient idécemment d'arrêter un meurtre en cours. Leur temps n'était plus limité par le cycle de nettoyage, mais par la fermeture des portes de ce monte-charge. « On ne peut pas passer par là », déclara Graves, et la finalité dans son ton était terrifiante. « Ils ont une vue dégagée, on se ferait abattre avant d'avoir fait 2 pas. » La panique froide et aiguë saisit l'esprit de Liam.
Ils étaient les piégés. Il ferma les yeux, se forçant à revoir les plans qu'il avait étudiés pendant des heures. Il n'était pas un soldat, il était un agent d'entretien. Il voyait ce qu'il ne voyait pas. La cage d'ascenseur, souffla-t-il. L'ascenseur de service du laboratoire. Sur les plans, il est à 20 mètres à notre gauche, contre le mur nord. Il traverse tout le bâtiment. C'est en plein découvert, objecta Graves. Créez une diversion, ordonna Aveline. Quelque chose de bruyant. Graves sortit un petit appareil électromagnétique. Je peux surcharger la boîte de jonction de l'éclairage dans le couloir est. Il y aura un flash et une détonation. Ça devrait attirer leur attention à tous les deux. Vous n'aurez qu'une seule chance. Soyez prêts. À mon signal. 3, 2, 1. Signal. Un flash bleu-blanc, aveuglant, illumina l'extrémité du sous-sol. Il fut suivi d'une détonation assourdissante et du bruit de verre brisé. Les deux hommes armés se retournèrent, levant leurs armes et s'interpellant alors que le couloir plongeait dans l'obscurité. Les sirènes se mirent à hurler. « Allez-y maintenant !» cria Graves en défonçant la grille d'un puissant coup de pied. Ils se précipitèrent à l'extérieur, atterrissant maladroitement sur le béton froid. Pendant un instant, Liam fut paralysé par l'espace ouvert, mais Aveline l'attrapa par le bras. « Liam, bouge !» Ils coururent. Leurs pas résonnaient dans Tartan et dans l'immense salle. Les 20 mètres jusqu'au mur nord semblaient être 1 kilomètre. Les poumons de Liam le brûlaient. Il entendait les cris des hommes derrière eux. Il percuta le mur, cherchant à tâtons la porte de l'ascenseur. Il trouva la poignée encastrée et tira, verrouillée. Le faisceau d'une lampe torche fixée à l'arme de l'un des hommes balaya l'obscurité, glissant sur le sol vers eux. Graves fut là en 1 seconde, enfonçant un pied de biche dans l'interstice. Avec un grincement de métal, la porte céda. Il poussa Liam et Aveline dans la cabine exiguë et sentant le lubrifiant. « Entrez !» ordonna-t-il en se faufilant derrière eux et en refermant la porte juste au moment où le faisceau de la lampe torche éclaira le mur où il se trouvait. Plongé dans l'obscurité totale, Liam chercha le panneau de commande et appuya sur le bouton de montée. Avec une secousse brutale, l'ascenseur commença sa lente et grinçante ascension, le mécanisme à chaîne trahissant leur position. « L'aile médicale est au 3e étage, chuchota Liam. On y est presque. » L'ascenseur trembla et s'arrêta. À travers la fine porte métallique, ils entendirent le crissement de roues en caoutchouc sur un sol poli et un murmure bas et pressé. Graves ouvrit prudemment la porte d'1 centimètre. À travers la fente, Liam vit un couloir stérile et blanc, vivement éclairé. Un brancard y était poussé par 2 aides-soignants en tenue chirurgicale. Une forme immobile y reposait, entièrement recouverte d'un drap blanc. Le docteur Finch marchait à côté, regardant sa montre. Aveline vit la même chose. Un son étranglé et étouffé s'échappa de ses lèvres. Un seul mot d'horreur qui était à la fois une question et une prière. « Kellan !» Aveline se jeta sur la porte, un cri montant dans sa gorge. Graves la retint, sa main enserrant son épaule comme un étau, la tirant en arrière dans l'ombre de l'ascenseur. « Non, madame, attendez !» siffla-t-il. « Nous sommes à découvert. Ils nous tueront tous. C'est mon frère. » Suffoqua-t-elle, se débattant, ses yeux rivés sur le brancard qui approchait du monte-charge au bout du couloir. Liam regardait, le cœur battant, le docteur Finch appuyé sur le bouton d'appel. Les portes d'acier massives s'ouvrirent. Les 2 aides-soignants firent rouler le brancard à l'intérieur. Finch jeta un dernier regard au couloir vide, un fin sourire satisfait sur son visage, avant d'entrer à son tour. La porte se referma avec un bruit lourd et final. C'était fini. Ils étaient arrivés trop tard. Un sanglot étouffé échappa à Aveline. Elle s'appuya contre le mur de l'ascenseur, toute combativité l'ayant quittée. Tout ce risque, cette peur, cette reptation désespérée dans la saleté, pour rien. « Non, » dit Liam, sa voix basse mais ferme. Aveline et Graves se tournèrent vers lui. Dans la faible lumière qui filtrait, ils virent ses yeux plissés et ses sourcils froncés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» exigea Graves. « C'est un leurre, » dit Liam. Les pièces du puzzle se mettaient en place dans son esprit. Ça doit l'être, il a eu peur après ton appel et s'attendait à ce que tu tentes quelque chose. Pourquoi transporter son actif le plus précieux dans le couloir principal sous les caméras? Pourquoi un drap? Pourquoi pas un sac mortuaire spécial si c'est censé être un déchet biologique? Il crée une fausse piste dans les registres de sécurité pour quiconque vérifiera plus tard. Aveline releva la tête, une lueur d'espoir désespérée dans les yeux. Elle s'accrochait à cette logique, à cette possibilité. Il veut faire croire que mon frère s'en est parti par cet ascenseur, mais en fait, il est toujours là, ailleurs. Galvanisée par cette nouvelle possibilité, elle sortit sa tablette. Son écran baigna le petit espace d'une vive lueur. Elle ouvrit le plan du 3e étage.
Il lui faut un endroit sûr, isolé, hors du réseau de caméras principales, avec une autre sortie. Son doigt traça les boîtes nettes des laboratoires et des chambres. Liam se pencha. Pas une nouvelle pièce, une ancienne, une oubliée. Son doigt s'arrêta sur une grande section ombrée à l'extrémité de l'aile, avec un texte minuscule et archaïque. Salle d'opération 3. Désaffectée. C'est la vieille aile. Il n'aurait entre pas modernisé les systèmes de sécurité là-bas. Elle a probablement son propre ascenseur de service, un ancien, qui mène directement au quai de chargement du sous-sol. Aveline zooma. Il avait raison. Une fine ligne sur le plan indiquait une petite cage d'ascenseur isolée, déconnectée du réseau principal. Une sortie fantôme, murmura-t-elle. À ce moment, le monte-charge au bout du couloir sonna. Ses portes s'ouvriront de nouveau. Finch et les 2 aides-soignants sortirent sans le brancard. Ils repartirent dans le couloir. Leur travail était terminé. « C'est le moment, dit Graves à voix basse. « On y va. » Ils se glissèrent hors de l'ascenseur dans le couloir blanc et stérile. L'air vibrait du bourdonnement des équipements et sentait l'antiseptique. Ils se déplaçaient pensant comme des ombres, se serrant contre les murs tandis que Finch et son équipe passaient Botha à l'autre bout du couloir. Liam observa la démarche calme et déterminée du médecin et sentit un frisson le parcourir. C'était un homme sans conscience. Ils atteignirent là le couloir menant à l'aile désaffectée. C'était plus sombre ici. Au bout d'un solier, il y avait une paire de lourdes portes doubles en acier avec une petite fenêtre en verre armée ne révélant que l'obscurité. À côté, un clavier électronique dont la seule lumière rouge brillait comme un œil malveillant. Graves examina la serrure. Verrouillage magnétique, clavier crypté. Je ne peux pas contourner ça sans un chalumeau plasma ou beaucoup plus de temps que nous n'en avons. Ils étaient coincés. Quelques centimètres d'acier et un mot de passe les séparaient de Kellan. Aveline colle son oreille contre le métal froid de la porte. Elle pouvait entendre un faible bap rythmique à l'intérieur, un moniteur cardiaque. Il était là, il était vivant. Le regard de Liam balaya le mur autour de la porte. Son attention fut attirée par une petite plaque métallique poussiéreuse près du sol. L'inscription était effacée, mais il pouvait à peine la déchiffrer. Commande de purge atmosphérique d'urgence. « Je ne peux pas ouvrir la porte, dit-il, une nouvelle idée audacieuse se formant dans son esprit. Mais je pense que je peux les forcer à nous l'ouvrir, il désigna la plaque. C'est la commande manuelle du système de ventilation des anciennes salles d'opération. En cas de déversement chimique ou de fuite de gaz, on pouvait déclencher une purge. Le système aspirait tout l'air de la pièce et le remplaçait par un mélange d'azote stérile. Les personnes à l'intérieur avaient environ 30 secondes pour sortir avant d'être asphyxiées. Grave le dévisagea avec une expression d'admiration horrifiée. Le visage d'Aveline devint glacial. « Finch est un monstre, dit-elle avec un grognement bas et vicieux. Voyons comment il apprécie que son propre laboratoire tente de le tuer. » Les vieilles Fry-vis grincèrent. Les doigts de Liam, glissant de sueur, s'affairèrent avec son multi-outil. Chaque tour semblait terriblement lent, amplifié par le bip régulier du moniteur cardiaque derrière la porte. La dernière vis céda. Liam retira le panneau poussiéreux, révélant un mécanisme simple, un lourd levier rouge en position « off ». En dessous, un autocollant délavé avertissait « Attention, l'activation entraînera une évacuation atmosphérique complète ». C'était le moment de vérité. Liam regarda Aveline. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient d'un feu froid. Elle fit un unique signe de tête sec. Liam saisit le levier à 2 mains et tira de toutes ses forces. Un lourd déclic retentit lorsque le levier se verrouilla en position « on ». Pendant une seconde terrifiante, rien ne se passa. Puis une profonde vibration commença à parcourir le sol. Quelque part dans les entrailles bêtes-sanoires du bâtiment, d'énormes turbines prenaient en vie. Un stroboscope rouge au-dessus de la porte se mit à clignoter, baignant le couloir de pulsations pourpres. Le bep calme du moniteur cardiaque dans la pièce se transforma en un sifflement frénétique. Un cri étouffé suivit, puis le bruit d'équipement qui tombe. Le clavier sur le mur se mit à biper furieusement alors que quelqu'un à l'intérieur tentait désespérément d'annuler la purge. Avec un sifflement aigu d'air qui s'échappe, le verrou magnétique se désactiva. La lourde porte d'acier s'ouvrit violemment de l'intérieur. Le docteur Finch trébucha dans le couloir, agrippant son col, son visage un masque de panique violette. Juste derrière lui se trouvait un autre homme, plus âgé, aux cheveux gris clairsemés et aux yeux effrayés de rats pris au piège. Le docteur Corbin Vance. Ils haletaient, puis virent dans ce qui les attendait. La panique de Finch se transforma instantanément en fureur. « Toi !» cracha-t-il en direction d'Aveline. Avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, Graves sortit de l'ombre.
Le son de son pistolet à silencieux qu'il dégainait fut un clic doux et mortel. « À genoux !» ordonna Graves d'une voix plate et autoritaire. « Les mains sur la tête, maintenant !» Vance s'effondra immédiatement en gémissant. Finch hésita, ses yeux brûlant de haine, mais le canon froid du pistolet pointé sur sa poitrine prit la décision pour lui. Il s'agenouilla lentement à côté de son partenaire. Aveline ne leur jeta même pas un regard. Elle passa devant eux. La pièce était un cauchemar stérile d'acier inoxydable et de verre sombre. Au centre, sur une table d'opération, se trouvait son frère. Kellan était effroyablement immobile, sa peau de la couleur d'un vieux parchemin. Un enchevêtrement de tubes et de fils le reliait à des moniteurs qui hurlaient. Aveline se précipita à ses côtés. « Kellan, murmura-t-elle d'une voix tremblante, je suis là. » Derrière elle, dans le couloir, Finch se mit à rire d'un rire aigu et dément. « Tu es en retard, cria-t-il. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens d'interrompre. Tu l'as tué. » Aveline l'ignora. Elle regardait les machines, les poches de perfusion, le hurlement assourdissant du moniteur cardiaque. Il était en train de mourir. La purge, le choc pour son système, c'était trop. Liam entre dans la pièce. Il n'était pas médecin, mais il était agent d'entretien. Il comprenait les systèmes et voyait ce qui n'allait pas. Son regard balaya les 4 perfusions. La plupart étaient simplement des poches standards avec des étiquettes pharmaceutiques, mais l'une était différente. Une plus petite poche sans étiquette contenant un liquide ambré foncé. Son tube était connecté non pas au support principal, mais dissimulé sous le brancard. Cela semblait déplacé. Un secret. « Le voilà, » dit Liam, sa voix perçant le bruit. Il pointa du doigt. « Mademoiselle Langford, cette poche, elle n'a rien à faire là. » Aveline suivit son doigt. Sans une seconde d'hésitation, elle se pencha et arracha l'aiguille du bras de son frère. Le liquide ambré goûta sur le linoléum blanc comme du poison. Pendant un instant, le sifflement du moniteur cardiaque continua. Puis, miraculeusement, le rythme commença à ralentir. Les pics de panique sur l'écran se transformèrent en un rythme plus stable, faible mais régulier. Bip, bip, bip. Aveline regardait, la main sur la bouche, des larmes coulant sur son visage. Liam venait de sauver la vie de son frère. Le moment de soulagement fut brisé par un nouveau son, le martèlement de bottes lourdes et des cris dans le couloir principal. Les mercenaires armés du sous-sol, alertés par les alarmes, approchaient Hant. « Ils sont là, » dit Graves, son visage un masque sombre. « Et ils ne vont pas frapper à la porte. » La lourde porte d'acier trembla sous un impact extérieur. « Barricadez !»« Bon, bon qu'il a rendez conduis !» ordonna Graves en poussant Finch et Vance contre le mur du fond. « Non on sonis !» Maintenant, pendant que Graves ligotait les mains des prisonniers avec une efficacité impitoyable, Liam et Aveline poussèrent un lourd chariot de moniteurs hors service contre la porte. La porte se déforma à nouveau, une bosse apparaissant dans l'acier. « Ça ne tiendra pas longtemps, » dit Graves d'un ton sombre. Il vérifia son arme. « Il nous faut une autre sortie, l'ascenseur de service. »« Là » désigna Liam à l'arrière de la salle d'opération. « Il doit être derrière ça. » Un autre coup tonitruant sur la porte fit apparaître une toile d'araignée de fissure sur la petite fenêtre en verre armé. « Aveline, prends ton frère » ordonna Graves. « Liam, avec moi, on ouvre la voie. » Les 90 secondes suivantes furent un tourbillon d'action désespérée. Aveline transféra l'équipement de Kellan sur le brancard, ses mains étonnamment stables. Liam et Graves poussèrent les lourds autoclaves. Derrière le dernier, ils trouvèrent une porte métallique étroite et sans marque. Pas de clavier, juste un simple loquet et un petit panneau indiquant « Commande de maintenance d'urgence ». Ils utilisaient un bélier, marmonna Graves, en regardant la porte principale qui se courbait maintenant visiblement vers l'intérieur. 15 secondes. Liam, l'ascenseur. Peux-tu le faire fonctionner ? Liam ouvrit le panneau. À l'intérieur, un enchevêtrement de vieux fils et un grand levier rouillé. C'est l'interrupteur principal et il est complètement déconnecté, dit-il, son cœur sombrant. Boum ! La charnière de la porte principale céda avec un craquement et la porte s'effondra vers l'intérieur. Pas le temps de recabler, cria Graves. Il visa la serrure de l'ascenseur de service et tira 2 fois. Les coups de feu furent assourdissants. La serrure explosa. Il ouvrit la porte d'un coup de pied, révélant une cage d'ascenseur sombre et huileuse. La cabine était à leur niveau. « Treuil manuel », dit-il en montrant une grande roue sur le mur de la cage. « C'est notre seule chance. » Au même moment, la porte principale vola en éclats. 2 hommes en tenue tactique noire firent irruption. Graves ouvrit le feu, abattant le premier. Le second plongea à couvert et riposta. L'air se remplit du rugissement des armes automatiques et de l'odeur âcre de la poudre.
« Mettez-le dans l'ascenseur !» hurla Graves par-dessus la fusillade, assurant un tir de couverture. « Partez maintenant !» Liam et Aveline poussèrent sur le brancard dans la petite cabine sombre. Vance et Finch étaient errants et recroquevillés dans un coin. « Graves, viens !» cria Aveline, tendant la main. D'autres hommes armés envahissaient la pièce. Graves était coincé, seul contre une armée. Il jeta un regard vers l'ascenseur. Sur son visage, une détermination sombre, des excuses silencieuses dans ses yeux. « Pas le temps !» cria-t-il. « Sortez-le d'ici, madame, c'est un ordre. »« Non !» hurla Aveline. « Je ne te laisserai pas !» Une autre rafale de balles déchira le mur près d'eux. Liam vit l'expression sur le visage de Graves. Ce n'était pas un choix, c'était un sacrifice. Pour Kellan, pour Aveline. Agissant par pur instinct, Liam frappa le panneau de commande de l'ascenseur. Il trouva un gros bouton rouge sous un couvercle en plastique fissuré portant l'inscription « Descente d'urgence ». Il l'enfonça de la paume de sa main. Une alarme stridente se déclencha et avec une secousse écœurante, la cabine de l'ascenseur plongea. Les lourdes portes grillagées commencèrent à se fermer. Aveline hurla le nom de Graves. La dernière chose qu'ils virent fut Graves, debout, son pistolet crachant du feu, alors que les hommes armés avançaient sur lui, leurs silhouettes se découpant dans la lumière rouge clignotante de l'alarme. Puis les portes se refermèrent, les plongeant dans une obscurité retentissante. Le bruit de la fusillade cessa brusquement, remplacé par le son terrifiant de leur chute libre au cœur du bâtiment. L'ascenseur ne descendait pas seulement, il tombait. Le frein d'urgence était cassé, et la cabine dévalait la cage, dans une chute libre semi-contrôlée. Des étincelles jaillissèrent des câbles, illuminant le petit espace de flash infernaux. Aveline fut projetée contre le mur, son chagrin pour Graves momentanément éclipsé par une terreur primaire. Liam s'agrippa à une main courante, son autre bras protégeant le brancard de Kellan. La chute se termina par un impact fracassant lorsque la cabine heurta le fond de la cage. « Tout le monde va bien ?» La voix de Liam déchira l'obscurité. « Je vais bien », répondit Aveline d'une voix tremblante. Elle trouva la lampe de poche que Graves lui avait donnée. Le faisceau révéla le brancard renversé, mais Kellan était toujours attaché. Ses moniteurs étaient en éteint. Liam trouva l'interrupteur de la batterie de secours et l'activa. L'écran s'alluma et le battement de cœur régulier et rassurant de Kellan remplit le silence. Il était au stable. Liam trouva le levier de déverrouillage manuel et força les portes défoncées de l'ascenseur à s'ouvrir. Il se trouvait dans un immense quai de chargement souterrain. L'air était de frais et sentait le diesel. « Là, dit Liam en montrant une grande porte en acier. C'est la sortie principale, mais elle sera verrouillée. Il nous faut un autre moyen. » Alors qu'il sortait prendre le brancard, Finch se releva. « Attendez, dit-il d'un ton suppliant, s'adressant à Liam. Vous n'êtes pas comme elle. Je peux vous payer. Des millions. Et pour votre fille. Le remède. Ce n'était pas un mensonge complet, les données ont juste été accélérées. Je peux arranger ça, je peux la sauver. Laissez-moi simplement partir. » Liam s'arrêta. Il pensa à Maya, à son visage doux et confiant. Et il pensa au liquide ambré qui coulait dans les veines de Kellan. « Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom, » dit Liam d'une voix basse et froide comme le béton. « Vous n'avez pas le droit de parler de sauver qui que ce soit. Vous êtes un monstre, et vous allez pourrir en prison. » Il lui tourna le dos. La conversation était terminée. Aveline avait observé la scène. L'agent d'entretien, qui avait toutes les raisons du monde d'être égoïste, avait choisi la justice. Liam brisa la vitre d'un camion voisin avec un extincteur et mit le moteur en marche. « Chargez-le » cria-t-il. Ils hissèrent le brancard à l'arrière. Liam appuya sur l'accélérateur. Le camion fonça en avant, défonçant la porte d'acier dans un fracas assourdissant de métal déchiré. Les alarmes se déclenchèrent alors qu'ils s'échappèrent dans le froid de l'aube. 1 kilomètre plus loin, il s'arrêta. Aveline sortit son téléphone satellite. « Directeur Evans, c'est Aveline Langford, » dit-elle d'une voix empreinte d'une autorité absolue. « Je signale une menace claire et présente au centre de recherche de Northwell. J'ai des preuves d'expérimentation humaines illégales, de complot pour meurtre et de fraude financière massive. Les responsables sont armés et extrêmement dangereux. J'ai besoin d'une équipe tactique fédérale sur place, immédiatement. » Elle raccrocha. Bientôt, ils entendirent en sauter le vrombissement lointain d'hélicoptères qui descendaient sur le complexe comme des anges vengeurs. La cavalerie était arrivée. Aveline s'assit sur le siège passager, son corps vidé par l'épuisement. La menace immédiate était passée, mais elle en mesurait le prix. Elle se tourna vers Liam, sa voix basse et lourde de chagrin. « Il n'a pas survécu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Graves, Liam regardait la route qui les éloignait du chaos, les ramenant vers un monde qui ne serait plus jamais le même. Il n'avait pas de réponse à lui donner.
Les premiers jours furent un flou de couloirs d'hôpital et de salles d'interrogatoire. Le raid sur le complexe avait été d'une efficacité impitoyable. Toute l'opération de Finch fut démantelée et la vérité monstrueuse de sa fraude révélée au monde. Aveline était assise dans une chambre privée lorsque le directeur du FBI, Evans, entra. « C'est un héros, mademoiselle Langford », dit-il sans préambule. « Mes hommes ont fait irruption dans la salle d'opération et l'ont trouvé. Il était entouré de 4 assaillants inconscients. Il n'avait plus de munitions, mais il était toujours debout. Il est dans un état critique, mais les médecins disent qu'il s'en sortira. » Aveline ferma les yeux. Une seule larme traça un sillon sur sa joue. Graves avait survécu. Tandis que Kellan entamait sa longue et lente convalescence, Aveline menait une autre guerre. Elle tint sa promesse. Utilisant les données authentiques et non faussées des recherches de Finch, elle créa la fondation Langford Barn, une initiative de plusieurs milliards de dollars, visant à trouver un véritable remède. Elle rassembla les meilleurs neurologues du monde. Les 2 premiers patients furent Kellan Langford et Maya Bourne. 6 mois plus tard, depuis le porche d'une maison confortable, loin du bruit de la ville, Liam regardait sa fille courir après un ballon de football. Maya courait sans trébucher. Son rire était clair et léger. Ses mains, qui tremblaient autrefois lorsqu'elle tenait un crayon, étaient maintenant assez fortes pour attraper un ballon. Kellan Langford, appuyé contre la rampe, rit lorsque le ballon rebondit sur sa poitrine. Il marchait toujours avec une canne, mais ses yeux étaient vifs et pleins de vie. « Attention, superstar, la taquina-t-il. Tu vas me renvoyer à l'hôpital. »« Jamais de la vie, gloussa-t-elle. Tu es trop fort pour ça. » Liam sourit. La thérapie génique expérimentale développée par la Fondation avait fonctionné. Elle n'avait pas seulement arrêté la maladie, elle commençait à l'inverser. Aveline sortit sur le porche avec 2 verres de limonade. Elle en tendit un à Liam. Le fossé entre leurs mondes avait disparu, remplacé par un pont bâti de traumatismes partagés et de respect mutuel. « Regarde-les, dit-elle doucement. La glace qui l'enveloppait autrefois avait fondu, laissant place à une force plus chaleureuse, plus humaine. Il y a quelques mois, je croyais à un mensonge parce que j'avais trop peur d'affronter la vérité. Et toi, tu étais prêt à réduire ta vie en cendres juste pour la mettre en lumière. » Liam regarda Maya marquer un but entre 2 chaises de jardin. « Je n'essayais pas d'être un héros, dit-il à voix basse. J'essayais juste d'être un père. » « C'est ça, être un héros, Liam, répondit Aveline. Ce sont juste des gens qui essaient d'argent de protéger ceux qu'ils aiment. Au bord de la pelouse, un homme boitant légèrement observait les enfants jouer avec un sourire tranquille. Grave, maintenant à la retraite, n'aurait voulu être nulle part ailleurs. Maya accourut vers le porche, les joues roses. Elle tenait une feuille de papier, un nouveau dessin. Ce n'était pas un château avec des portes, mais une simple image d'une maison avec un grand chêne. Sous l'arbre, 5 bonshommes allumettes se tenaient léchant la main. Un homme avec une canne, une petite fille avec un t-shirt jaune vif, un homme silencieux qui regardait de loin, et au centre, un homme et une femme debout l'un près de l'autre. Au-dessus d'eux tous, un soleil géant brillait, ses rayons les touchant chacun. Liam prit le dessin, la gorge serrée. Il regarda Aveline et vit dans ses yeux le même reflet de leur incroyable voyage. Ils avaient commencé dans des mondes de tours de verre et de locaux de service, de pouvoir et d'invisibilité. Mais en traversant le feu ensemble, ils avaient retrouvé leur chemin jusqu'ici, sur ce porche. En ce jour ensoleillé, ils avaient retrouvé le chemin du retour.